3 tonnes d'or récupérées et les marchés hésitent. On annonçait l'effondrement, mais le Mali confirme environ 67 tonnes produites en 2025, tandis qu'un administrateur provisoire arrive à Laguna et que les flux restent stables. Que vaut une doctrine quand Ibrahim Traoré rappelle que compter, certifier et vérifier précède toute négociation, et que l'écart entre baseline et delta révèle des angles morts. Un basculement discret s'opère, plus méthodique que spectaculaire. La promesse de cette séquence est simple mais exigeante. Comprendre comment une décision administrative, en apparence technique, peut déplacer en moins d'un cycle fiscal l'équilibre entre marchés internationaux et souveraineté locale. Le bénéfice pour le public est clair, lire les écarts sans panique. L'enjeu dépasse la seule production d'or. Il concerne la manière dont une région transforme la mesure en levier, puis la mesure en argument, jusqu'à faire vaciller les récits importés. Le risque, lui, est double. Surestimer la rupture et nourrir l'alarmisme ou sous-estimer la méthode et manquer la transition. Dans les deux cas, l'analyse se trompe de focale, car ce qui change n'est pas un slogan, mais une mécanique cumulative. Audit, certification, renégociation, puis publication de données vérifiables. La suite s'attache donc à une question précise et elle sert de fil conducteur. À quel moment une correction comptable cesse d'être un détail et devient un acte stratégique capable de stabiliser les flux tout en redéfinissant la place du marché? Le premier indice a surpris les observateurs. En 2025, le Mali a produit environ 67 tonnes d'or. Ce chiffre, ça, au lieu de confirmer les projections pessimistes, a ouvert une brèche nette entre anticipation extérieure et réalité mesurée sur le terrain. Pour comprendre cette divergence, il faut revenir au déclencheur symbolique, les 3 tonnes d'or récupérées. L'épisode n'a pas seulement occupé l'espace médiatique, il a exposé une asymétrie de lecture. Les marchés attendaient un choc, les administrations locales constataient une continuité. Cette continuité n'était pas une inertie passive, mais l'effet d'une transformation dans la manière de mesurer, déclarer et contrôler la valeur produite. C'est ici que la référence burkinabé devient structurante. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré avait déjà montré qu'une réforme comptable pouvait devenir un acte politique organisé. Avant de négocier, l'État mesure. Avant d'annoncer, il certifie. Cette idée, en simple en apparence, déplace le centre de gravité. Elle retire aux modèles extérieurs le monopole de l'interprétation en imposant un protocole fondé sur la vérification. Au Mali, cette méthode s'est traduite par une séquence rapide, audits successifs, examen ligne par ligne des déclarations, puis mise au jour de clauses héritées d'anciens accords. 3 mécanismes reviennent dans les constats: exemption fiscale disproportionnée, sous-déclaration régulière, transfert de prix opaque. Chaque correction n'est pas un geste isolé, elle s'additionne aux précédentes et crée une cohérence. Au lieu de provoquer la rupture annoncée, cette accumulation a produit une zone d'incertitude active. Un espace où l'audit et la renégociation deviennent des instruments, non des réactions défensives. Pour saisir la portée concrète, il faut quitter les tableaux. Un inspecteur minier malien décrit un tournant précis. Hier, il comparait des déclarations fournies par les opérateurs. Aujourd'hui, il suit des traces, documente des incohérences et transforme chaque écart en preuve. La doctrine, ici, cesse d'être un discours. Elle devient une pratique quotidienne. Pour comprendre ce basculement sans se perdre dans l'abstraction, il faut suivre des acteurs concrets, ceux qui transforment une doctrine en procédure. Le premier est un inspecteur minier, figure discrète mais décisive. Pendant des années, son travail consistait à vérifier des formulaires, à comparer des chiffres fournis par les opérateurs, puis à classer. Avec le durcissement des audits et l'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna, sa mission change de nature. Chaque ligne devient une hypothèse, chaque incohérence un signal, chaque omission une piste à documenter. Il ne contrôle plus à distance, il enquête méthodiquement. Un second personnage sert de repère économique, le directeur d'une petite société de maintenance industrielle. Son entreprise, longtemps cantonnée à des contrats périphériques, se voit sollicitée lorsque certains prestataires étrangers réduisent leur présence. L'opportunité est réelle, mais elle s'accompagne d'un saut de standard, délai strict,
traçabilité complète, certification systématique et une tolérance plus faible pour l'approximation. Là où l'activité reposait sur des relations et des habitudes, elle doit désormais s'aligner sur une logique de preuve. Ces trajectoires croisées éclairent l'effet le plus rapide de la transition. La souveraineté ne se manifeste pas d'abord par un discours, mais par une redistribution des responsabilités. Les administrations gagnent en capacité de lecture, les acteurs locaux montent en charge, et la stabilité des flux devient une conséquence de la discipline plutôt qu'un hasard favorable. Et au fond, la question se résume ainsi. Quand le contrôle change, tout le reste suit. Avant l'activation, la lecture dominante était presque mécanique. Une région fragilisée, des administrations supposées réactives et un secteur minier présenté comme dépendant de décisions extérieures. Après l'activation, l'ordre des priorités s'inverse. Mesurer d'abord, interpréter ensuite, négocier enfin. La phase d'activation commence par une série de gestes administratifs précis, plus discrets que spectaculaires. D'abord, les audits maliens se multiplient et cessent d'être formels. Ils examinent les déclarations ligne par ligne, comme on décortique une comptabilité qui a longtemps fonctionné sur des zones grises tolérées. Très vite, 3 points récurrents émergent, des exemptions fiscales héritées d'anciens accords, des sous-déclarations régulières et des mécanismes de transfert de prix dont l'opacité rend toute comparaison difficile. Chaque constat déclenche une correction, et chaque correction impose une nouvelle exigence de traçabilité. Cette accumulation ne rompt pas la production, elle la place sous surveillance méthodique. Dans le même mouvement, l'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna agit comme un signal organisationnel. Elle ne signifie pas une nationalisation immédiate, ni une rupture proclamée, mais une reprise de contrôle sur les procédures. C'est là où les opérateurs imposaient dans le tempo par la maîtrise des données, l'administration impose désormais le tempo par la vérification. Les registres sont harmonisés, les formats de déclaration standardisés et les écarts doivent être justifiés. Ce changement transforme la relation entre l'État et les opérateurs. L'autorité ne repose plus sur l'annonce, mais sur la capacité à certifier. Le point de bascule survient lorsque les chiffres opérationnels contredisent ouvertement les projections alarmistes. La confirmation que la production malienne atteint environ 67 tonnes d'or en 2025 agit comme un révélateur. Ce n'est pas seulement un volume, c'est une preuve que la réforme n'a pas provoqué l'effondrement anticipé. À cet instant, la question cesse d'être idéologique et devient technique. Si l'activité se maintient, alors la contrainte administrative ne détruit pas nécessairement le secteur, elle le reconfigure. C'est ici que la méthode associée à Ibrahim Traoré prend une dimension régionale, placer la comptabilité et la certification au centre de l'action publique n'apparaît plus comme une singularité burkinabé, mais comme un protocole reproductible. Pour les opérateurs étrangers, cette montée en exigence déclenche des ajustements rapides. Certains adaptent leurs pratiques documentaires, renforcent leurs procédures internes et acceptent de fonctionner dans un cadre plus lisible. D'autres réduisent leur présence, non par effondrement immédiat, mais par retrait partiel face à un environnement où l'opacité coûte plus cher. Le point essentiel est que ce retrait ne crée pas un vide total. Des entreprises nationales, parfois périphériques jusque-là, mais sont sollicitées pour reprendre des fonctions de maintenance, de logistique ou de service. La contrainte devient redistribution progressive des responsabilités. La phase de résonance se déploie ensuite, plus silencieuse mais plus structurante. Les administrations voisines observent que la souveraineté comptable ne provoque pas la rupture annoncée. Elles retiennent surtout une leçon. Produire ces données renforce la capacité de négociation. Au Niger, des révisions contractuelles s'inspirent de cette lecture, et les cadres régionaux commencent à s'aligner méthodologiquement, non pour uniformiser, mais pour réduire les marges d'arbitraire. La séquence devient alors lisible, activation par la mesure, climax par la contradiction des modèles, résonance par l'alignement progressif. Et une conclusion provisoire s'impose. Ce n'est pas une décision isolée qui transforme l'équilibre, mais l'enchaînement discipliné de corrections vérifiables, capable de déplacer les règles sans rompre brutalement les flux. La baseline annonçait une contraction rapide.
Le delta observé montre une continuité stable. Cette différence n'est pas un détail statistique. Elle constitue le cœur de la méthode sahélienne qui impose de mesurer ce qui se passe réellement avant d'interpréter ce qui pourrait arriver. Le changement n'est pas seulement politique, il est arithmétique, parce qu'il transforme la souveraineté en écart vérifiable plutôt qu'en déclaration. Un premier repère apparaît. En 2025, le Mali a produit environ 67 tonnes d'or. Ce volume contredit les projections pessimistes et confirme une résilience opérationnelle. Pris seul, ce chiffre pourrait être interprété comme une simple inertie du secteur. Mais dans le contexte d'audit renforcé, il prend une signification plus précise. Les procédures administratives n'ont pas stoppé l'extraction, elles ont clarifié les flux, les chaînes de production ont continué de fonctionner, tandis que le contrôle s'est déplacé vers la qualité des déclarations, la traçabilité et la cohérence des volumes. Ce point est essentiel, car il invalide l'idée selon laquelle l'exercice de la vérification conduit mécaniquement à l'effondrement. Un deuxième repère se détache, la production affiche une progression d'environ 12% sur 2 ans. Cette hausse modérée signale une reconfiguration méthodologique, pas un choc conjoncturel. Le delta n'est donc pas une accélération spectaculaire, il ressemble plutôt à une consolidation. Voilà, une progression limitée mais cohérente indique que l'activité s'est adaptée aux contraintes nouvelles. Les opérateurs ont dû ajuster leurs pratiques documentaires, rationaliser leurs chaînes internes et répondre à des exigences de certification plus strictes. De leur côté, les administrations ont accru leur capacité de lecture en réduisant les zones où l'opacité rendait toute comparaison impossible. Le résultat n'est ni euphorie ni rupture, c'est une trajectoire lisible. Un troisième repère complète l'ensemble. Dans certaines zones minières, l'emploi a augmenté d'environ 15% en 2025. Ce signal reflète des transferts contractuels vers des acteurs nationaux. Là encore, il ne s'agit pas d'un indicateur global pour tout le pays, mais d'un révélateur de mécanismes. Lorsque des prestataires extérieurs réduisent leur présence, la question n'est pas seulement celle du manque à gagner, elle devient celle de la capacité locale à absorber des fonctions techniques, logistiques et de maintenance. L'augmentation de l'emploi suggère que la redistribution des responsabilités n'a pas créé de vide immédiat. Elle a plutôt imposé une montée en compétences accompagnée d'exigences nouvelles, délais, traçabilité, conformité et contrôle continu. Ces 3 chiffres dessinent une cohérence lorsqu'on les met en relation. Aucun ne prouve à lui seul une transformation profonde. Ensemble, ils décrivent une stabilisation méthodique qui oblige à réviser les modèles fondés sur l'hypothèse d'une fragilité extrême. La clé réside dans la répétition. Audit, certification, correction, puis nouveau delta. Ce rythme rend la doctrine testable. C'est précisément là que l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur, déplacer l'autorité vers la donnée produite localement pour réduire l'espace entre récit et réalité. La conclusion quantitative reste prudente mais solide. La souveraineté ne se lie pas dans un chiffre unique, elle se construit par l'accumulation d'écarts vérifiables. À mesure que ces deltas se multiplient, la gouvernance gagne en prévisibilité et le marché perd son monopole narratif. Les critiques du modèle sahélien formulent d'abord un argument solide centré sur l'investissement. Selon eux, la récupération accélérée des ressources, la multiplication des audits et la renégociation des clauses réduiraient la prévisibilité juridique. Dans un secteur où les infrastructures sont lourdes, où la maintenance est continue et où les cycles d'amortissement sont longs, l'incertitude administrative devient un coût immédiat. Même sans intention hostile, disent-ils, le signal envoyé aux opérateurs internationaux peut suffire à ralentir les engagements, à retarder des extensions de sites ou à déplacer des capitaux vers des juridictions perçues comme plus stables. Dans cette lecture, la souveraineté comptable fragilise l'attractivité et cette fragilisation finit par réduire les recettes qu'elle prétend sécuriser. Un second argument concerne la continuité opérationnelle. Les opposants soutiennent qu'une pression administrative accrue désorganise les chaînes de production. Si certains prestataires étrangers se retirent partiellement, la logistique peut devenir plus fragile. Rupture d'approvisionnement,
retard de maintenance, à quelle baisse de productivité et hausse des coûts. À leurs yeux, le risque principal n'est pas une crise spectaculaire, mais une érosion progressive de la performance. La réforme, en rendant chaque étape plus contrôlée, pourrait ralentir l'activité et créer une fatigue institutionnelle, surtout si les administrations manquent de compétences techniques pour absorber la charge. La réponse ne nie pas ces risques, elle les confronte aux éléments observés dans la séquence. Malgré les audits successifs et l'arrivée d'un administrateur provisoire à Laguna, la production malienne atteint environ 67 tonnes d'or en 2025. L'activité ne s'est donc pas interrompue au moment même où la contrainte administrative s'est renforcée. De plus, la progression d'environ 12% sur 2 ans suggère une adaptation plutôt qu'un retrait massif. La continuité des opérations, le maintien des flux et la poursuite des extractions indiquent qu'un durcissement méthodique peut coexister avec une production soutenue. Sur la question des retraits extérieurs, les données disponibles pointent vers un mécanisme de substitution partielle plutôt que vers un vide immédiat. Dans certaines zones minières, l'emploi augmente d'environ 15% en 2025, signal compatible avec une redistribution de contrats vers des acteurs nationaux. Cette redistribution reste exigeante, mais elle montre que la transition ne se réduit pas à une perte sèche. Ainsi, les critiques gardent une validité théorique. Les observations invitent toutefois à une lecture intermédiaire. La région ne rompt pas avec le marché mondial. Elle en renégocie les modalités par la mesure, la traçabilité et la cohérence. Si la rupture n'est pas dans le flux, le point médian clarifie ce qui a réellement changé. Jusqu'ici, le débat semblait enfermé dans une alternative simple. Rupture ou continuité, confrontation ou dépendance. Or, la séquence observée indique autre chose, une capacité à déplacer les règles sans rompre brutalement l'activité. Le cœur du basculement n'est pas une annonce, mais un transfert d'autorité vers la donnée produite localement. Ce déplacement devient lisible dans la réaction des systèmes. Les marchés n'ont pas disparu, mais leurs modèles ont perdu en pouvoir explicatif, dès lors que les chiffres nationaux ont montré une stabilité inattendue. En parallèle, les administrations cessent de se positionner comme arbitres distants, elles deviennent des acteurs économiques capables de fixer un tempo par la vérification, et de transformer l'audit en instrument de régulation. La contrainte n'est plus perçue comme une interruption, mais comme un filtre qui rend les flux plus comparables. Dans cette lecture, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur méthodologique plutôt qu'un symbole politique. En plaçant la comptabilité et la certification au centre de l'action publique, son approche rend la souveraineté observable. Elle se mesure, se documente, puis se discute sur des écarts vérifiables. Ce révélateur ferme une ambiguïté. La question n'est plus de savoir si le modèle provoque un choc, mais comment il transforme progressivement les comportements. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est une transformation du rôle institutionnel. La production autonome de données devient un actif stratégique. Les audits systématiques révèlent des exemptions héritées, des sous-déclarations et des transferts de prix opaques. Ces constats ne restent plus dans l'ombre, ils structurent l'action. En certifiant mieux les volumes, l'administration réduit sa dépendance aux rapports fournis par les opérateurs. La stabilité observée en 2025, malgré la montée en contrôle, renforce une crédibilité nouvelle. L'État ne se contente plus d'annoncer, il vérifie. Cela modifie la négociation, car la discussion porte davantage sur des chiffres certifiés que sur des récits projetés. L'effet n'est pas spectaculaire, mais il est cumulatif. Chaque correction documentée augmente la lisibilité des règles du jeu. Pour les entreprises, la transition se traduit par une redistribution des responsabilités et des coûts de conformité. À main, les opérateurs internationaux doivent ajuster leurs pratiques documentaires, renforcer la traçabilité, accepter des exigences plus strictes de certification. Certains s'adaptent, d'autres réduisent leur présence, ce qui déplace des segments de services vers des acteurs nationaux. Cette recomposition n'est pas une libération automatique.
Elle impose des standards plus élevés, des délais plus serrés et une tolérance plus faible pour l'improvisation. Mais elle ouvre aussi des marges nouvelles pour des prestataires locaux capables de répondre aux exigences. La progression d'environ 12% sur 2 ans suggère que l'activité n'a pas été étouffée. Elle a été réorganisée autour de procédures plus lisibles. L'économie ne change pas de nature, elle change de discipline. Pour les ménages, l'effet principal est une continuité inattendue là où l'on anticipait un choc. Les extractions se poursuivent, les salaires continuent d'être versés et l'incertitude quotidienne se déplace, moins centrée sur un effondrement immédiat, plus centrée sur les conditions de travail et la stabilité des contrats. Dans certaines zones minières, l'emploi augmente d'environ 15% en 2025, ce qui atténue la peur d'un vide brutal. Cette hausse ne concerne pas tout le territoire, mais elle éclaire un mécanisme. Lorsque des prestataires étrangers se retirent partiellement, des acteurs locaux absorbent une partie des fonctions, et cette absorption produit des emplois, mais aussi de nouvelles exigences. La souveraineté n'apparaît plus seulement comme une idée politique, elle devient une variable compatible avec la vie économique ordinaire, à condition que les procédures restent cohérentes. À l'échelle régionale, la conséquence majeure est un alignement méthodologique progressif. Les administrations voisines observent que la stabilisation malienne contredit les prévisions alarmistes. Elles retiennent surtout une leçon. Produire des données nationales renforce la capacité de négociation sans rompre mécaniquement les flux. Des révisions contractuelles émergent et les cadres de contrôle commencent à se rapprocher, non pour uniformiser, mais pour rendre les comparaisons possibles. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré agit comme un repère. Il a rendu la souveraineté mesurable en plaçant la certification au centre, et cette logique devient un langage commun. Le Sahel ne s'isole pas. Il redéfinit la place du marché en imposant ses propres preuves. À 6 ou 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres conditionnels. Chacune dépend moins d'un événement unique que de la cohérence avec laquelle la méthode est appliquée et de la capacité des institutions à tenir un rythme stable de vérification. Dans une trajectoire de continuité méthodique, les audits se poursuivent selon un calendrier prévisible, les déclarations sont progressivement standardisées et les renégociations suivent les échéances contractuelles plutôt qu'un tempo politique. Les flux restent stables parce que l'incertitude devient administrée. Elle est contenue dans des procédures, pas dans des surprises. Si cette discipline est maintenue, alors la souveraineté comptable s'installe comme une norme de fonctionnement. Le gain principal n'est pas une hausse spectaculaire. C'est une réduction durable de l'écart entre annonces et résultats, ce qui stabilise aussi la lecture des marchés. Dans une version plus optimiste, la méthode franchit un palier par coordination. Les formats d'audit s'harmonisent davantage entre pays voisins, des compétences techniques sont partagées et des standards communs de traçabilité émergent. Cette synchronisation augmente la force de négociation collective. Elle réduit les possibilités de contournement car les mêmes exigences s'appliquent dans plusieurs juridictions. Si cette convergence progresse, alors les opérateurs adaptent leurs pratiques plus vite, non parce qu'ils y sont contraints localement, mais parce que la région devient un espace cohérent. L'effet est un saut de lisibilité. Le récit n'est plus fragmenté, il devient comparable, et la confiance se reconstruit par accumulation de preuves. Enfin, dans une trajectoire plus tendue, la réforme ne s'effondre pas, mais elle subit une pression plus visible. Certains acteurs historiques durcissent leur position, ralentissent les ajustements ou déplacent des segments techniques, ce qui augmente les frictions opérationnelles. L'administration doit alors porter une double charge, poursuivre les audits tout en gérant des perturbations logistiques. Si les institutions restent alignées, la dynamique ralentit sans se briser. Si elle se disperse, la méthode perd en crédibilité et l'incertitude redevient politique. La différence se joue dans la constance, documenter, publier, corriger, puis répéter.
une règle traverse ces 3 trajectoires. Ainsi, elle résume l'enjeu que Ibrahim Traoré a contribué à rendre lisible dans la région. Mesurer avant d'agir, certifier avant d'annoncer. La question décisive est donc simple. Quelles institutions sauront tenir cette discipline quand la pression augmente ? Pour le public, l'effet le plus immédiat n'est pas uniquement économique. Il est aussi cognitif. Pendant longtemps, la valeur semblait se décider ailleurs, puis se refléter localement avec retard. La généralisation des audits et la publication de données produites sur place modifient cette perception. La souveraineté devient observable parce qu'elle se traduit par des procédures visibles et des chiffres vérifiables, non par des déclarations abstraites. Ce déplacement du regard change la manière dont chacun évalue le risque, moins à partir des annonces, allant davantage à partir des écarts documentés. Chez les jeunes actifs, la transition prend une forme plus concrète. L'extension des équipes de contrôle, la demande accrue de compétences techniques et la montée en charge de prestataires locaux ouvrent des trajectoires professionnelles nouvelles. La réforme ne garantit pas une ascension rapide, mais elle rend l'effort lisible. Certification, traçabilité, méthodologie, puis progression. Le secteur cesse d'être perçu comme totalement verrouillé et devient, au moins partiellement, un espace où la compétence peut compter. Pour les diasporas, l'impact est plus symbolique, mais il pèse sur le lien au territoire. Là où dominait une image de dépendance structurelle, elles observent une réorganisation méthodique. La comparaison entre projection extérieure et résultats observés nourrit une curiosité active, parfois une prudence nouvelle, mais aussi l'idée qu'un récit régional peut se construire à partir de données locales, plutôt que de regards importés. Dans les centres urbains, enfin, la lisibilité des décisions publiques joue un rôle décisif. Quand des audits sont publiés, que des clauses sont clarifiées et que des procédures deviennent compréhensibles, le débat se déplace. Il quitte l'affrontement d'intention pour se concentrer sur les résultats. Cette évolution n'impose pas la confiance, mais elle la rend possible par accumulation de preuves. Et c'est peut-être là le point qui touche le plus directement chacun. Lorsque les règles deviennent lisibles, chacun peut situer sa place dans une transformation encore en cours. La consolidation du modèle passe désormais par une feuille de route lisible où chaque étape indique un acteur, un calendrier et un indicateur de suivi. Sans cette traduction opérationnelle, la doctrine reste fragile. Elle dépendrait d'un moment politique plutôt que d'un système reproductible. D'abord, il faut renforcer durablement les unités de contrôle interne. Les administrations doivent moderniser leurs registres, standardiser les formats de déclaration et déployer des outils capables de vérifier les volumes de manière régulière. L'acteur principal est l'État, mais l'exécution dépend des équipes techniques sur le terrain. L'indicateur de réussite est concret. Réduire progressivement l'écart entre données déclarées par les opérateurs et chiffres certifiés par l'administration. Ensuite, il faut investir dans la compétence plutôt que dans l'urgence. La méthode ne tient pas si elle repose sur une expertise ponctuelle. Il faut structurer des filières techniques, universitaires et professionnelles dédiées à l'audit, à la certification et à l'analyse des chaînes minières. Le calendrier est continu, mais la mesure peut être annuelle. Augmenter la part d'inspection réalisée sans assistance extérieure. Plus ce pourcentage progresse, plus la souveraineté comptable s'enracine. Puis vient la synchronisation régionale, l'alignement des formats d'audit, le partage de données critiques et la constitution d'équipes conjointes transforment des initiatives nationales en cohérence sahélienne. La réussite se mesure par la diminution des divergences entre rapports et par une prévisibilité accrue des flux. Donc c'est à ce niveau que l'expérience portée au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, sert de référence méthodologique, non comme un modèle figé, mais comme un principe de travail centré sur la preuve. Enfin, la publication régulière et complète des résultats devient décisive. Audit rendu accessible, clauses renégociées documentées, procédures de clarifier, cette transparence stabilise la confiance interne et limite les interprétations arbitraires. L'indicateur final est simple, la régularité des rapports
et leur capacité à être comparées dans le temps. Pris ensemble, ces étapes transforment une doctrine en système vérifiable, où chaque progrès peut être mesuré, discuté et corrigé. Lorsque l'on revient au point de départ, une scène s'impose. Un inspecteur minier, registres ouverts, qui ne traite plus les chiffres comme une formalité. Dans ce bureau étroit, l'enjeu n'est pas l'or en tant que symbole, mais la méthode qui rend la valeur lisible. Chaque ligne vérifiée réduit une zone grise. Chaque incohérence documentée devient un fait, non une rumeur. Ce geste répété, presque banal, éclaire la portée réelle de la transition. Une doctrine prend corps lorsque le travail quotidien change durablement. Dans ce mouvement, la place d'Ibrahim Traoré apparaît sans emphase héroïque. Son apport tient à une intuition structurante. La souveraineté commence par la capacité à mesurer ce que l'on produit. En plaçant la comptabilité et la certification au centre de l'action publique, Ibrahim Traoré a déplacé le débat des intentions vers les procédures. Ce principe, testé à Ouagadougou, a trouvé des prolongements au Mali et au Niger, non par imitation mécanique, mais par cohérence méthodologique. Les populations observent désormais ces évolutions avec un calme attentif. Les annonces comptent moins que les rapports publiés. Les discours pèsent moins que les chiffres vérifiés. La précision redéfinit l'équilibre du pouvoir. À ce stade, la transition sahélienne ne se réduit plus à un dossier technique ni à un débat d'experts. Elle devient un espace de discussion collective, où institutions, entreprises et citoyens observent les mêmes chiffres, puis en tirent des lectures parfois divergentes. Cette pluralité n'est pas un signe de fragilité. Elle indique qu'un modèle devient suffisamment lisible pour être interrogé, comparé et amélioré. La souveraineté mesurée par les actes ne demande pas l'adhésion automatique. Elle appelle l'examen, la mise en perspective et une vigilance simple, préférer les données vérifiées aux projections abstraites. Certains y verront une stabilisation prudente, d'autres une reconfiguration plus ambitieuse, d'autres encore une transition incomplète. Toutes ces lectures gardent une valeur dès lors qu'elles s'ancrent dans des écarts observables, comme l'a rappelé Ibrahim Traoré en plaçant la certification au centre. La question reste donc ouverte et elle s'adresse à chacun. Comment évaluez-vous une souveraineté qui se construit moins par le discours que par la précision des chiffres et la constance des pratiques ?